Au XVIIe et XVIIIe siècle, les régions européennes parcourues par les voyageurs sont semées de châteaux et de donjons, d'églises et de chapelles. Les villes sont entourées de leurs remparts. Des portes fortifiées en contrôlent les entrées. Les tours de guet rappellent l'époque où des veilleurs y prenaient position. Vestiges des guerres passées, des ruines sont juchées sur les promontoires. Parmi les livres de voyage, une extraordinaire documentation est apportée par la topographie de l'Allemagne de Mathieu Merian, graveur et imprimeur bâlois installé à Francfort. Le premier volume, consacré à la Suisse, date du milieu du XVIIe siècle. En une centaine de gravures, Merian fait l'inventaire des richesses d'un pays préservé de la guerre de 30 ans qui avait ravagé les États allemands. Il a écrit lui-même que ces images d'une Suisse, encore toute médiévale, représentaient un âge d'or dans l'Europe. Voici la riche abbaye de Wettingen, où les bâtiments gothiques parfaitement entretenus sont entourés de constructions nouvelles, de jardins dans le goût renaissant. Une calèche traverse la rivière sur la Féré. Voici Romainmôtier, son abbatiale, et le village enserré dans les crins des vergers et des champs. L'été commence, les foins coupés sèchent au soleil, rangés par rondins. Sous l'ombrage d'un chêne, un couple oisif évoque les bergers d'autrefois. Et voici encore la ville de Nyon, ceinte de remparts, avec son port où s'activent des mariniers. Le lac paisible reflète les silhouettes des maisons. Les hommes et les choses donnent à voir un mode de vie fixé depuis toujours. La topographie de Merian a eu un immense succès. Elle a fixé pour longtemps l'image d'un pays immuable, dans son usage de l'espace, son bâti médiéval, ses formes politiques et sociales. Au siècle suivant, les plaques des gravures de Merian étaient encore réutilisées dans les nouveaux livres de voyage. Ainsi dans cette représentation de la ville d'Aarau serrée dans ses remparts. De même pour Harbourg, ville forteresse sur l'Aar, dans un autre ouvrage célèbre dans la première moitié du XVIIIe siècle. Non seulement la planche vient de Merian, mais l'imprimeur a conservé le cavalier, le piéton, le chien qui bondit en Japon au premier plan depuis plus d'un siècle. Mais voici le même site d'Harbourg au milieu du XVIIIe, dans la nouvelle topographie de David Erliberger. Tout s'est transformé. La ville forte est devenue plus compacte. Certes, des terrasses nouvelles ont été construites, les murs et les soubassements ont été consolidés. Mais surtout, l'image elle-même est fabriquée différemment. Le point de vue a changé. La colline est rapprochée du spectateur. L'effet d'élévation est accentué dans les remparts, les contreforts, les maisons mêmes. Les lames du rocher semblent monter à l'assaut des murs. Alors que la fonction défensive de la forteresse était devenue caduque en ce moment de l'histoire militaire, l'image la manifeste et l'amplifie encore. Un mot résume ses effets, c'est le pittoresque. Ce mot dit la référence à la peinture, comme si l'image ajoutait au réel une dimension picturale, ou comme si elle dédoublait le regard du spectateur en se donnant à voir pour ce qu'elle est, une image. La nouvelle topographie, parue en 1754, ouvre une manière de voir effectivement nouvelle, illustrée par d'innombrables dessinateurs et peintres de paysages. Nicolas Pérignon, peintre français voyageant pour dessiner des vues pour les tableaux de la Suisse, copie la structure du dessin de Erliberger. Mais il lui ajoute une sorte de patine et pose sur la ville une lumière de couchant qui la rend plus fragile et plus émouvante, qui éloigne du spectateur les choses représentées. Voici une suite d'images qui se font écho en amplifiant l'effet pittoresque. Désormais, les illustrations qui donnent à voir le Moyen-Âge sont marquées par cette forme de dédoublement. Il y a les choses et les bâtiments disposés là, dans le paysage, les châteaux, les églises, les villes fortifiées, et il y a le regard des voyageurs qui confère à ces choses une profondeur historique et qui les entoure d'un halo jusqu'alors inconnu,
ce sentiment esthétique accompagné du regret d'un monde désormais absent du courant de la vie moderne. C'est à cette époque que Rousseau écrit son roman « La Nouvelle Héloïse », qui ouvre en Europe la mode des âmes sensibles. Empruntant son titre à l'histoire d'Héloïse et d'Abélard, Rousseau donne une vie nouvelle au mythe de l'amour légué par le Moyen-Âge. Mais aussi, il le voue à exprimer un deuil perpétuel. C'est en effet lors d'une promenade au château de Chillon, sur les bords du Léman, que l'héroïne Julie se jette dans le lac pour sauver son jeune fils, geste dont elle mourra. En cette dernière partie du siècle, entre lumière et romantisme, les âmes sensibles viennent aussi contempler dans le paysage les ruines qui rappellent le passé disparu. Pour leur regard avide de pittoresque, tout paysage devient prétexte à cette mélancolie des ruines. Les donjons solitaires envahis par la végétation, la tour d'angle d'une ferme fortifiée à demi écroulée, un aqueduc improbable et branlant, des masures aperçues hors les murs. Les constructions féodales, parfois, étendent sur le paysage leur sombre puissance, leur masse dont on ne sait si elle est protectrice ou menaçante. Les écrivains, eux aussi, se sont emparés des vestiges médiévaux pour en faire le décor d'intrigues sombres et sanglantes, chez le marquis de Sade par exemple, ou dans les romans gothiques anglais. Dans les années 1820-1830, l'époque romantique fut saisie d'un nouvel intérêt pour le Moyen-Âge. Comme le montrent les images du peintre Villeneuve, les illustrations de voyage répercutent ce Gothic Revival en y ajoutant des qualités propres à l'image. Un regard particulier apparaît ici, on aimerait dire un regard archéologique, qui cherche à montrer comment les hommes du passé organisaient leur monde géographique. Voyez dans ces images l'opposition de l'ouvert et du fermé, associée à celle du haut et du bas, ou si l'on veut, du dominant et du dominé. Depuis le château de Bellinzone, une vaste plaine s'ouvre au regard, de même que depuis la colline de Valère, à Sion. Voyez encore l'immense ruine du château de Dornec. L'espace est ouvert, sous le contrôle d'un pouvoir qui le domine. Mais dans d'autres sites, l'espace se ferme brusquement. Une muraille se dresse et arrête le regard, tel le massif du Stockhorn qui bouche l'horizon derrière un quartier de la ville de Thun, ou encore ce fond de vallée jurassienne avec sa cluse et la muraille immense de la montagne. Autrefois, le donjon de Tirstein contrôlait le passage. Maintenant, transformé en fantôme, il n'est plus que le signe d'un pouvoir que les siècles ont effacé. Un des plus étonnants dessinateurs romantiques du voyage fut le peintre anglais William Bartlett, maître d'un genre qu'un historien a nommé les Alpes gothiques. Dans sa vision, Fribourg devient cette ville du vertige, toute médiévale dans la verticalité de ses falaises, de ses maisons, de ses tours. Le château de Mesocco domine, de ses remparts effondrés, le fond de la vallée où passe la route du col du San Bernardino. Chez Bartlett, les silhouettes des ruines féodales ressemblent aux montagnes que le temps a érodées, jusqu'à ne laisser subsister que des crêtes déchirées, des falaises croulantes, des pointes lacérées par les vents, dressées dans le ciel d'orage. Le paysage tout entier est devenu gothique, fait de dômes, de donjons, de contreforts, éclairé par une lumière venue de l'infini. Les montagnes sont les cathédrales de la terre, dira quelques années plus tard l'historien de l'art John Ruskin, dans une métaphore qui exalte la dimension spirituelle du paysage. Rien ne le montre mieux que ces deux admirables planches qu'il a dessinées pour le 4e volume des Modern Painters, intitulé Of Mountain Beauty. Le dieu médiéval semble être là, invisible mais présent, d'une présence diffuse dans la luminosité dramatique, dans les nuées, dans l'étagement sans fin des lointains.